is Algeria. يصعب للشعب باش يبدا ثورة ويصعب له بزاف باش يوصلها. La France doit-elle rester en Algérie? Pourtant, la guerre d'Algérie vient de commencer. ثورة تنفجر على مر الأيام. Important des mouvements vers le noir. D'une nouvelle révolte des Chaouia. Les Aurès, une région de tout temps contaminable par les idées révolutionnaires. En 1956, ils étaient près de 20 000, bien entraînés. On les appelait les Moudjahidines. مجاهدين مناضلين حملوا المشعل نتاع الثورة والمشعل نتاع الحرية. This is Algeria. The peace has just begun. Peace and independence. Fashhadou, histoire et mémoire. Bonjour à toutes et à tous, Rachida Mansef, bonjour. Bonjour Sarah Dinal. En ce samedi 3 janvier 2015, Fatema Sabri s'est ressourcée du côté de Bni Abbas. Et elle revient avec plus de tonus encore. Gare à nous, Rachida Mansef. La terreur. Pour le sommaire du jour, la semaine dernière, il a été question du code de l'indigénat. Mais quelles en sont les retombées? On le saura avec Dahou Jarbel et Bedia Haddad dans Tarikhuna. Grande parmi les grandes cantatrices algériennes, arrêtée lors de notre guerre de libération nationale, de son vrai nom, Fadela Medani, Abdelkader Ben Damesh nous la décrira avec superbe, comme d'habitude. Ce sera avec Abdou Sayah dans Art et Révolution. Comme il est question des années 1940, donc de multipartisme à cette époque, et notamment de la question de l'UDMA, l'Union démocratique du manifeste algérien, Lemia Mahfouf a retrouvé quelques séquences sonores, ce sera dans Bekri. Et puis notre invitée, Rachida Mansef, dans l'espace Hiwar, est historienne, spécialiste notamment de l'UDMA. On a eu le plaisir de la rencontrer lors de son passage à Alger. C'est Malika Rahel, mais ce sera juste après votre billet, Rachida Mansef. Le billet de Rachida Mansef. En 1954, le sigle FLN qui signe la proclamation du 1er novembre et les actions de sabotage à travers le territoire algérien est inconnu de tous, et pour cause. Il est né dans la clandestinité au cours des mois précédents. Ce n'est déjà plus le cas en 1956, lorsque Abban Ramdan, sorti de prison en février 55, organise le congrès de la Soumam avec l'Arbi Ben Mehdi, congrès qui va consacrer l'unité des nationalistes, tête au clat, tant attendue par les Algériens, seigneurs de cette terre devenue des indigènes en 1830. Les forces politiques qui viennent de rallier le FLN, lui-même issu des luttes internes du PPA-MTLD, sont nées au cours du XXe siècle. Elles ont constitué le mouvement national algérien en étant rivales, complémentaires, antagonistes, tour à tour, alliés et ennemis. Les ulama, les communistes et les udmistes, comme on les appelle, ont partagé avec l'Étoile nord-africaine, puis avec le PPA, le combat contre la discrimination, l'humiliation, tout en portant des valeurs et des idéaux différents. De tous, le courant le plus radical est celui du PPA, le Parti du peuple algérien, héritier de l'Étoile nord-africaine, né en France dans les milieux syndicalistes et qui revendique dès 1926 l'indépendance de l'Algérie. Il est associé au personnage charismatique de Msali Hadj. L'association des Ulama, née en 1931, rêve d'une nahda algérienne à l'instar du courant islahiste qui domine le monde musulman. Il mise sur l'éducation en arabe, lutte contre l'acculturation
et les confréries, tout autant que les marabouts, qui leur apparaissent comme des bid'a en islam. Ils forgent le triptyque identitaire, l'islam est ma religion, l'arabe est ma langue et l'Algérie ma patrie. Ils animeront avec le PPA le mouvement des SMA, les scouts musulmans algériens, dont sortiront tant de militants. Ils animent des cercles, des écoles, des journaux et participent à créer l'effervescence des années 30 et 40. Le troisième courant, que certains historiens appellent prolétarien, comprend surtout des Européens. Il regroupe des syndicalistes, des socialistes, des anarchistes. Il est surtout dominé par le Parti communiste algérien, le PCA, créé en 1936. Ce courant participe à l'éveil de la conscience politique et a créé des traditions de lutte dans les centres urbains et parmi les salariés agricoles. L'UDMA, l'Union démocratique des musulmans algériens, est un courant dit réformiste. Il est incarné par Farhat Abbas et c'est le parti de l'infime minorité qui a bénéficié de l'école française et qui s'est constitué en élite, rêvant d'égalité avec les Français et d'assimilation avec la France. Déçu par les promesses non tenues, par le refus des Français d'Algérie d'accepter l'égalité avec les indigènes, l'incapacité des colons à renoncer à leurs privilèges, Farhat Abbas évoluera peu à peu vers le camp de l'indépendance. Il est de tous les fronts. En 1936, au Congrès musulman, avec les communistes et les ulamas, en 1943, à la tête des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui constituèrent l'expérience unitaire la plus importante et la plus populaire des années 40. Merci Rachida Monsef pour ce rappel historique, mais très très important. Merci encore. حوار Rachida Monsef. Alors nous avons la joie d'avoir parmi nous Malika Rahal, historienne. Bonjour. Historienne chargée de recherche à l'Institut d'Histoire du Temps Présent. Donc, voilà. Alors les publications, il y en a, mais on va parler de l'ouvrage qui a été édité par la suite ici par Barzakh, Ali Boumengel, Une affaire française, une histoire algérienne. Voilà, édité en 2011 par les éditions Barzakh. Voilà. Et Malika, on aimerait, avec vous, raconter à des gens plus jeunes, et puis à d'autres aussi, hein, en fait, l'effervescence politique, intellectuelle, associative, qui a marqué les années 40-50. On sait à peu près que, bon, tout le monde sait qu'il y a eu les ulamas, qu'il y a eu l'UNMA, mais on ne se rend pas très bien compte de ce que représente le multipartisme à l'époque. Oui, c'est une chose que moi-même je connaissais très mal avant de commencer mon travail d'historienne. C'est de réaliser à quel point dans cette période qui est entre la Seconde Guerre mondiale et la guerre d'indépendance, finalement il y a un vrai engagement, mouvement de mobilisation très large finalement de la population dans des formes diverses et dans des organisations diverses. Alors vous l'avez dit, certaines sont des partis politiques. 1946, c'est l'année où se crée le NTLD de Messali El-Hadj, c'est le moment où se crée l'UDMA de Farhat Abbas. On a aussi le Parti communiste algérien qui existait déjà depuis les années 30. On a l'association des Ulama. Et ces partis sont vivifiés et en même temps participent à animer toute une série d'associations dont beaucoup aussi existent depuis les années 30, dont certaines n'ont pas d'intitulé spécifiquement politique, mais les partis politiques, à partir des années 40, contribuent à leur donner une orientation beaucoup plus politique. Alors certaines de ces associations sont des associations sportives, des associations culturelles, des associations religieuses. Et à travers à la fois les partis politiques et les associations,
Ce à quoi on assiste dans les années 40 au sortir de la Seconde Guerre mondiale, c'est vraiment des formes de mobilisation assez larges de la population, avec un engagement y compris dans les douars les plus reculés. Je trouve que c'est vraiment ça qui est fascinant dans cette période, malgré la domination coloniale, malgré l'absence de démocratie. C'est vraiment cette vitalité politique, culturelle et associative. On aura l'occasion, je pense, un jour de parler des associations sportives et des lois que la France coloniale a dû mettre en place pour empêcher justement les dits musulmans, c'est-à-dire nous, de se retrouver en communauté, enfin voilà. Mais c'est aussi un des exemples, ce qui explique que même dans les villages, il y avait des unions sportives des jeunesses sportives en général musulmanes, des choses comme ça. Mais il y avait aussi les scouts musulmans, les boy scouts musulmans, avec des influences selon les régions de ces partis, comme vous disiez. Et là où on voit vraiment la politisation de ces associations, c'est justement dans le fait que on a des vagues de création, comme vous le dites très bien, d'équipes de foot par exemple qui désormais se revendiquent d'être des équipes de foot musulmanes. On a du coup des matchs de foot qui prennent des tournures très politiques, quand ça va être l'équipe musulmane contre une équipe mixte ou une équipe européenne. Avec un public qui, du coup, prend parti dans quelque chose qui est une activité sportive, mais qui prend un contenu existentiel très fort, identitaire très fort, et des stratégies qui sont parfois assez complexes pour les partis politiques d'affilier en fait des clubs sportifs, de les prendre en charge, de leur apporter du financement, d'essayer de s'engager sans que ça se voit trop, parce qu'évidemment apporter du politique dans un club sportif, c'est risquer la répression, donc il faut que ça reste extrêmement discret, mais c'est pour eux une façon d'aller chercher la jeunesse dans ce qui l'intéresse, dans ses activités aussi de loisirs, et de les ramener progressivement à des activités partisanes, à des activités politiques de parti. Donc vous avez des luttes, des fois très fortes, des fois à coups de poing, entre l'UDMA et le MTLD pour savoir qui va contrôler tel club de foot, qui va contrôler tel cercle d'enseignement, tel madrasa de l'association des ulama. Est-ce que ça va être la combinaison ulama-UDMA, ou est-ce que ça va être le MTLD, parfois également en association avec l'association des ulama. Vous avez des cercles qui ont des colorations politiques, parce que ce sont les membres de tel ou tel parti. Donc on voit bien comment ces associations culturelles, ces clubs littéraires, ces associations géographiques, ces associations savantes, prennent des colorations de partis de plus en plus fortes, au moment où quand même l'horizon pour les trois partis, c'est assez clairement l'indépendance. Depuis 1946, c'est évidemment très clair pour l'UDMA et pour le MTLD. Le PCA en 1946 est encore en train d'essayer de rattraper le recul qu'il a connu durant la guerre sur la question de l'exigence de l'indépendance, mais on voit bien cette association de trois partis, ou ce groupe de trois partis, pour lesquels désormais la fin de la colonisation passe incontestablement par l'indépendance, exigeant l'indépendance de l'Algérie et mobilisant tout ce tissu associatif et sportif. Parce que les illusions sur la possibilité que la France entende les indigènes d'Algérie, en fait, n'existaient plus, même aux yeux de l'UDMA ou d'un Farhat Abbas. Oui, d'un Farhat Abbas. L'UDMA, dès sa création, est créée sur la base de l'exigence d'une république algérienne. Mais c'est vrai que si on remonte, elle est créée en 1946, si on remonte en arrière à ce courant issu des jeunes Algériens, dont Farhat Abbas a été un peu la figure, il y a un virage très net en 1943, l'exigence de la citoyenneté, qui est vraiment ce qui les rassemble et les mobilise. Il apparaît très clairement pendant la guerre que l'exigence de citoyenneté ne passera pas
par la France. Ça ne sera pas une intégration à la France ou une assimilation à la France qui permettra d'accéder à la citoyenneté. Ça sera une indépendance de l'Algérie. Donc le virage de 43 est très fort parce qu'il met le courant plus radical et plus anciennement indépendantiste du PPA et issu de l'étoile nord-africaine depuis les années 20 sur la même longueur d'onde de ce point de vue-là. Hein. Il y a évidemment des différences qui subsistent avec l'ancien courant jeune algérien qui avait été en son temps assimilationniste. Tout ce monde-là est désormais sur la même revendication d'une indépendance algérienne, avec le PCA qui revient à cette exigence d'une indépendance qui avait été très forte avant la guerre, qui avait été très fortement en recul pendant la Seconde Guerre mondiale et sur laquelle le parti revient au sortir de la Seconde Guerre mondiale. Donc vraiment l'horizon politique à partir de 46, c'est pour ces grandes organisations, c'est l'indépendance dans des formes qui varient. Et est-ce que, donc, par exemple, concernant l'UDMA, donc qui a changé, hein, entre 43 et 46, n'est plus du tout le même discours. Est-ce que c'est les événements de mai 45 qui ont finalement fait basculer Non, le basculement est antérieur. Le basculement, il se voit au moment de la rédaction du manifeste du peuple algérien, et on voit vraiment le passage fracassant de ces jeunes Algériens, et pas tous, certains sont perdus en cours de route, le passage fracassant vers l'exigence de l'indépendance et vers le nationalisme. Pour Ferhat Abbas, le passage est très clair, c'est lui le premier rédacteur de ce texte. Il n'empêche que on lui reproche encore maintenant, je pense, les engagements qui ont été les siens dans les années 30, et je pense qu'on ne prend pas tout à fait la mesure de ce qui se passe en 1943. Je reviens un petit peu en arrière. Le premier grand moment où on a un front anticolonialiste, et je veux dire par là un front qui vise à supprimer la colonisation, mais qui n'est pas un front nécessairement indépendantiste du tout, c'est 1936 avec le Congrès musulman, où on retrouve comme ça une association de gens qui viennent de parcours très différents. On retrouve des gens qui sont ulama, des gens qui sont communistes. Le deuxième grand rassemblement, c'est 43, et c'est autour du manifeste, et là pour le coup c'est un rassemblement qui est anticolonialiste, mais l'anticolonialisme passe désormais par la revendication, avec la création des Amis du Manifeste et de la Liberté, qui ont un succès vraiment populaire considérable, dont on prend pas très bien encore la mesure, mais qui ont un succès considérable. Et je pense que c'est vraiment là le grand changement, et aussi le moment où se retrouvent des gens qui ont été dans des courants différents, hein, proches de Messali, proches de Ferhat Abbas, se retrouvent dans la même organisation, avec du coup des chassés-croisés au sortir des AML après 1945. Certains auront changé de courant, en fait. Certains partisans de Messali se retrouvant du côté de Abbas, vraisemblablement également des changements dans l'autre direction. Voilà. Donc, d'une certaine façon, le virage, il est à ce moment-là. Et 45 fait quelque chose, la répression de 1945 fait quelque chose de différent, met fin à cette organisation, dissout les Amis du Manifeste et de la Liberté, entraîne une répression colossale, notamment des militants des AML, et suspend le temps pendant une année. On a, ou un petit peu moins d'une année, au mois de mai sont arrêtés les dirigeants des AML, l'organisation est dissoute. Lorsqu'ils sont libérés en mars 1946, il y a 2 mois avant les élections législatives de juin 1946, durant lesquelles tout le monde sort de prison, tout le monde sort de camp. Il y a le choc évidemment encore de la répression du mois de mai, mais on cherche à savoir comment on va s'organiser. Est-ce qu'on va créer un front? Est-ce qu'on va créer un parti? Quel parti? Est-ce que Ferhat Abbas va s'associer avec Messali El-Hadj? Est-ce que tout le monde va s'associer avec les communistes? Est-ce qu'on va s'associer avec le Parti socialiste? Qu'est-ce qu'on va faire avec les ulama? Et on discute pendant 2 mois des différentes options. De quoi il ressort que
les partisans de Ferhat Abbas créent leur propre organisation. Là, on est juin-septembre 1946, conduisant ensuite les partisans de Messali el-Hajj à créer le MTLD au mois d'octobre 1946. Les communistes restent de leur côté, les socialistes restent de leur côté, et l'idée d'un grand front disparaît, notamment parce que les partisans parce qu'il y a des perspectives d'élection. Alors parce qu'il y a des perspectives d'élection, mais on pourrait imaginer aussi que tout ce petit monde aille à l'élection ensemble. Après tout, et c'est l'argument de plein de gens qui disent on ferait l'union, on serait plus fort. Mais là, le traumatisme de mai 45 demeure fort. Le discours plus radical de certains des partisans de Messali est encore présent. Les udmistes sont très craintifs, craignent d'être de nouveau débordés comme ils l'ont été en mai 1945, ou comme ils disent l'avoir été en mai 1945. Il y a chez certains, dans les deux partis, un anticommunisme qui demeure, pas chez tout le monde, mais chez un certain nombre de militants nationalistes, l'anticommunisme est fort. Et peut-être ça dépend des régions aussi, non ? Ça dépend des régions, ça dépend des courants à l'intérieur des partis ou des sensibilités à l'intérieur des partis. Et du coup, on sort avec une scène politique réorganisée, avec 3 grands partis qui mobilisent la population colonisée du côté de la revendication de l'indépendance. On avait évoqué les AML, on a évoqué notamment l'UDMA, et l'UDMA est le sujet de votre thèse. Et vous nous disiez quelque chose d'intéressant, c'est que souvent on assimilait Ferhat Abbas à la position assimilationniste, qui est la position d'un moment, qui dure effectivement un peu plus d'une dizaine d'années, mais qui n'est que celle de ce moment-là, celle des années 30. Oui, moi je suis arrivée à ce sujet sur l'UDMA par un stéréotype négatif sur les militants de l'UDMA. Biberonné un peu au nationalisme populiste, j'étais assez convaincue, comme plein de gens, que ces francophones intellectuels et un peu bourgeois n'avaient rien compris et avaient été de tout temps à côté de la plaque. Et du coup, c'est par ce biais-là que j'y suis arrivée, en me demandant quand même si ce stéréotype que j'avais très fortement était vérifiable dans la réalité. Et j'ai compris à mesure que je travaillais comment ce stéréotype, dont tout n'est pas faux d'ailleurs, mais contenait une partie de choses inexactes. Et surtout, ce qui m'a beaucoup étonnée, comment il s'était construit en réalité dès l'époque, dans l'opposition entre le MTLD de Messali el-Hajj et l'UDMA de Ferhat Abbas, comment le discours très anti-Ferhat Abbas s'est construit à l'époque, avec des choses très rigolotes. Par exemple, les militants de Messali ont beaucoup attaqué Ferhat Abbas sur le fait qu'il était marié avec une Française, comme Messali. Donc on voit bien comment le discours se construit, comment ce qui est autorisé pour les uns ne l'est pas pour les autres. Et comme en fait, c'est des arguments politiques normaux, de la concurrence normale entre des... Et pour les élections, d'ailleurs, c'est absolument pareil. Et pour les élections, on ressort ce type de... Mais ces stéréotypes sont restés. Le MTLD va reprocher à l'UDMA d'être électoraliste jusqu'au moment où Messali décide que le MTLD doit se présenter aux élections. Et puis l'année d'après, revirement de nouveau. C'est-à-dire dès sa création. Le MTLD est créé pour les élections législatives d'octobre 48, de la fin 46 d'abord, oui. Quelques mois à peine après la création de l'UDMA, pour les élections législatives. Comme c'est une assemblée constituante, il y a 2 élections qui se succèdent très rapidement la même année. L'UDMA se présente à la première, le MTLD se présente à la seconde. C'est rigolo de voir que la première année, ils se confrontent pas. Ils vont pas l'un contre l'autre. Les messalistes cèdent la place aux udmistes la première fois, les udmistes aux messalistes la seconde fois. Mais les stéréotypes qu'on a ont commencé à se construire à cette époque-là et nous ont été transmis par la voix des vainqueurs, en quelque sorte, par la voix du courant nationaliste qui l'a emporté sur l'autre pendant la guerre et après l'indépendance. Donc ça, c'était intéressant de voir comment
nos propres stéréotypes, mes propres stéréotypes en tout cas étaient... Et est-ce que l'étude sur Ali Boumendjel, justement, vous a apporté un plus concernant... Alors c'est parce vraiment... que Ali Boumendjel, initialement, était de l'UDMA. Était militant de l'UDMA, très proche de Ferhat Abbas, et le petit frère de celui qui a été, de Ahmed Boumendjel, qui a été vraiment le principal lieutenant de Ferhat Abbas à l'intérieur de l'UDMA. Et alors, vraiment, Ali Boumendjel, à l'intérieur de l'UDMA, fait partie du courant le plus radical et le plus unitaire. Lui, il est plus jeune que son frère aîné, il est beaucoup plus jeune que Ferhat Abbas, et il fait partie de ceux qui sont le plus dans une revendication de rapprochement avec les autres nationalistes. Il fait partie de ceux qui sont la jonction entre UDMA et MTLD, ceux qui sont souvent les négociateurs quand on cherche à se rapprocher, et ceux qui exigent de Ferhat Abbas une plus grande radicalisation. Comme dans la société algérienne dans son entier à l'époque, l'UDMA est confronté à des différences de génération et des différences de sensibilité politique, et Abbas est très contesté par sa base jeune à différents moments, sa base jeune qui trouve que sa façon d'aller serrer la main des hommes politiques français c'est scandaleux, que c'est sa façon de ne pas être suffisamment radical c'est inacceptable, il y a des vagues de démission de militants jeunes, et Ali Boumendjel fait partie de ceux-là. Ceux qui sont à l'intérieur de l'UDMA, toujours prêts à discuter avec des gens du PCA, toujours prêts à discuter avec des gens du MTLD. Et on retrouve ce courant unitaire. On avait parlé de grands moments d'unité anticolonialiste, puis ensuite indépendantiste, le congrès de 36 et les AML de 43. Il y a une dernière grande étape de rassemblement qui est le front algérien pour le respect, le FADRL, le FADRL, autrement dit le front algérien, qui est le grand rassemblement UDMA, MTLD, PCA et association des Ulama. Quelqu'un comme Ali Boumendjel, 1951, qui crée un enthousiasme considérable parce que pour beaucoup ça y est, on est parvenu à l'unité, et de l'unité pourra venir l'indépendance. Surtout qu'à ce moment-là, le PCA est enfin quasiment clair sur ses revendications indépendantistes. Non seulement le PCA est clair sur ses positions indépendantistes, ce qui veut dire que il perd des adhérents du côté de la population européenne, parmi ceux qui ne sont pas prêts à franchir ce seuil-là, mais c'est lui le moteur principal en réalité de ce rapprochement. Entre partisans de Ferhat Abbas, partisans de Messali, les choses sont toujours très très compliquées, mais l'organisation qui est le plus à la recherche de rapprochement et d'unité, c'est vraiment le PCA. Chacun est ensuite emporté par ses propres contradictions. Le PCA victime de l'influence du PCF, l'UDMA victime constamment de cette crainte de rapprochement avec le MTLD. Le front algérien fait long feu, il dure pas du tout. Et finalement, qu'est-ce qui leur faisait peur aux gens de l'UDMA dans le rapprochement avec le MTLD? Il y a très proche dans la mémoire les manifestations de mai 1945. Il y a le fait de penser que le MTLD est une organisation qui n'hésitera pas à mettre la population dans la rue et donc à mettre en danger la rue. S'y ajoute pour un certain nombre de dirigeants udmistes un préjugé social assez net par rapport à cette organisation qui est plus jeune, plus radicale et qui mobilise dans d'autres classes plus populaires. C'est pas le cas de tout le monde. On dit plébéien. Oui, c'est pas le cas de tout le monde, mais pour certains dirigeants de l'UDMA, plus du côté des notables, on entend dans leur discours l'idée que le MTLD, comme le MTLD a des stéréotypes sur l'UDMA a des stéréotypes sur le MTLD. C'est un parti de chômeurs, c'est un parti de permanents. Ils payent leurs gens pour être des permanents, alors que nous sommes de vrais militants. Donc voilà. Et il a peur d'être débordé par des gens qui vont mettre en danger la population, qui n'ont pas le sens des responsabilités. Des aventuriers. Des gens qui sont Mais c'est vrai que les actions, ça me rappelle simplement que les actions qu'avait entrepris le MTLD, puis ça avait été une décision politique vis-à-vis des chômeurs,
avait à l'époque suscité pas mal d'articles dans la presse de l'UDMA. Et ce qui est intéressant, c'est que l'UDMA n'est pas homogène sur l'ensemble du territoire, et en plus, voilà, comme tout parti, et elle n'est pas homogène entre générations non plus. Donc, par exemple, l'UDMA d'une ville comme Oran est plus populaire, plus militante, plus tournée vers la mobilisation dans la rue, au contact de la population, que l'UDMA, par exemple, de la ville de Constantine, qui réutilise des formes de sociabilité très constantinoises, très citadines, beaucoup plus proches de l'association des Ulama. Donc, typiquement, à Constantine, on va trouver un cercle, un café, un lieu très masculin où vont se réunir des gens de bien pour suivre des conférences et des cours. À Oran, ça marche pas, on n'arrive pas à créer ce cercle, on n'arrive pas à organiser des cours avec la même forme. On a un local de parti. Dans ce local de parti, on va avoir la jeunesse de l'UDMA, et la jeunesse de l'UDMA à Oran, bien plus qu'à Constantine, va être mixte. Parce que ce lieu n'est pas un lieu de sociabilité citadine masculine, c'est un lieu de parti, et donc ça ouvre des portes pour la féminisation de la strate la plus jeune, en fait, du parti. Alors, ce qu'il faut dire, c'est vraiment à quel point l'UDMA, comme les autres partis, ont connu une dynamique en deux temps dans la période de leur existence entre Seconde Guerre mondiale et guerre d'indépendance. La première, c'est une dynamique très positive, très mobilisatrice, où vraiment Abbas apparaît comme un chef charismatique qui est capable de mobiliser, etc. Ça, c'est tout de suite au sortir de la guerre, 1946. Et ça s'explique par le fait que on sort de la guerre, on vient d'obtenir des droits électoraux qui n'existaient pas auparavant. La possibilité d'élire des représentants, par exemple, à l'Assemblée nationale, même si le scrutin est inégal entre population colonisée et population coloniale. Et comme on doit voter une constitution française, d'une part, et ensuite un statut de l'Algérie, il y a des possibilités législatives de changer les choses. Très clairement, d'une manière pacifique. D'une manière pacifique, on imagine qu'on va pouvoir insérer quelque chose dans la constitution de la 4e République, ou qu'on va pouvoir insérer quelque chose dans le statut de l'Algérie qui proclamera une république algérienne. Donc ça ouvre des portes politiques en 46 qui ensuite se referment parce qu'il n'y a rien dans la constitution française, il n'y a rien de positif dans le statut. Et parce qu'à partir de 48, on truque les élections d'une façon tellement scandaleuse que ça apparaît assez clair qu'il n'y a pas grand-chose à attendre des élections. Donc à partir de 48, pour l'UDMA, comme pour le PCA, comme pour le MTLD, ça devient quand même vraiment super difficile de continuer à mobiliser. Vous demandez aux gens d'avoir une action qui les soumet à la répression, qui fait qu'ils peuvent être arrêtés, qu'ils peuvent être tabassés, qu'ils peuvent être torturés, réprimés, puisque la torture existe dans déjà. un certain nombre de cas les plus graves, qui peuvent être torturés. Et en contrepartie, vous n'avez rien à leur offrir. C'est-à-dire qu'au résultat, on va avoir presque aucun élu. Ces élus n'auront aucun pouvoir pour passer des réformes concrètes. Dans les municipalités, c'est très difficile aussi d'obtenir des résultats tangibles. Donc, qu'est-ce que vous avez à dire à ces militants qui donnent beaucoup et souffrent beaucoup en contrepartie de leur engagement? Donc, c'est pas complètement étonnant qu'on voit s'effilocher les partis politiques. L'UDMA en particulier, et à mon sens probablement également, si on connaissait les chiffres très précisément, le MTLD, et le sentiment de blocage devient de plus en plus fort. Par les partis politiques, on a vraiment l'impression que rien ne va pouvoir advenir. La temporalité n'est plus celle de 46, où on pouvait imaginer qu'à échéance de 1 an, on pouvait avoir une république algérienne. Là, la république algérienne, on la voit dans un avenir indéterminé et par des moyens qu'on n'a pas encore imaginés. Donc, à mesure que le temps passe, je pense que vraiment ce sentiment de blocage et d'absence d'horizon pèse de plus en plus fortement. Il me semble que vraiment la crise du MTLD, il faudrait la remettre
la crise du MTLD de 1954, la division du parti entre les centralistes et les médias. Il faudrait remettre cette crise dans le cadre d'un blocage politique plus large où les partis politiques peinent à mobiliser parce que ils ne sont plus une solution d'avenir crédible. En fait, ils n'ont plus d'avenir à offrir à leurs militants. Oui, donc le MTLD, la crise donc de 54 du MTLD, on en parle beaucoup, mais et l'UDMA en 1900, à la veille du déclenchement. À la veille du déclenchement, c'est un parti qui n'est que l'ombre de lui-même par rapport à 1946. Par exemple, beaucoup des candidats qui avaient choisi l'UDMA, des candidats locaux qui avaient choisi l'UDMA dans le but d'essayer de se faire élire, qui au conseil municipal, qui à l'assemblée algérienne, ne sont plus membres de l'UDMA. On en retrouve un certain nombre du côté de ce qu'on a appelé les administratifs, ceux qui sont allés faire des accords avec l'administration pour se faire élire. Autrement dit, ils ne voient plus l'UDMA comme un moyen de développer leur carrière politique d'élus, parce que l'UDMA suscite l'hostilité de l'administration. On perd aussi un certain nombre de militants, donc il ne reste que vraiment les militants les plus chevronnés, les plus volontaristes. Noyau pur et dur. Voilà, le noyau de pur et dur. Quand on lit les rapports de surveillance, mais aussi quand on lit le journal de l'UDMA, c'est vraiment la répétition. Tout le monde se désole, en fait. Tout le monde se désole. Pourquoi on n'arrive pas à mobiliser? Il faut travailler plus. Il faut aller vers les jeunes. Il faut les faire rentrer dans le parti. Mais les circonstances, bien au-delà de l'UDMA, sont absolument pas favorables à intégrer des militants dans le parti. On connaît beaucoup moins bien l'UDMA à partir du déclenchement de 54. Parce qu'à partir de ce moment-là, ce parti qui était complètement légal développe beaucoup plus discrètement son action, et en particulier quand il cherche à prendre contact avec le FLN à partir de 55 et surtout de 56, là on connaît beaucoup moins bien. Ce que les archives nous révèlent, c'est que c'est deux choses. D'une part, du côté de la direction, il y existe des ouvertures du côté du FLN. On sait par exemple que quelqu'un comme Ali Boumengel, dont vous avez parlé tout à l'heure, fait la charnière entre le FLN et l'UDMA. En 1955, Ali Boumengel lui-même se présente à des élections cantonales partielles. Comme dans le PCA, Sadr Khajares par exemple se présente. Les deux se présentent avec la dure de leur parti. Les deux se présentent sous candidats Al-Harrach, sous la couverture sous la bannière de leur parti, avec la bénédiction du FLN. C'est-à-dire qu'ils y vont dans le cadre d'une stratégie du FLN de continuer à drainer et à encadrer la population et à la mobiliser, même si on ne sait pas exactement ce qui se dit dans ces négociations. On connaît mieux les négociations PCA-FLN qu'on connaît les négociations UDMA-FLN. Ce qu'on sait aussi, c'est que à la base, ça s'agite pas mal. Parce que ces activités-là sont secrètes. Évidemment, on ne va pas écrire dans le journal de l'UDMA qu'on discute avec Aban Ramdan ou c'est impossible d'en faire la publicité. Donc la base s'impatiente. Les jeunes notamment comprennent pas pourquoi on continue à avoir une stratégie électoraliste, pourquoi on se présente aux élections quand il y a une insurrection en cours. Vous avez des délégations de jeunes de la jeunesse de l'UDMA qui vont voir Ahmed Boumengel, Farhat Abbas pour dire mais nous on voudrait monter au maquis et qui n'obtiennent pas de réponse satisfaisante, parce que c'est pas les chefs de l'UDMA qui vont leur dire mais oui, montez donc au maquis. Un certain nombre d'entre eux montent par eux-mêmes, voilà, jusqu'au moment où l'UDMA est officiellement dissoute en 1956 et que Farhat Abbas rallie officiellement le FLN avec ses dirigeants. Ahmed Boumengel, Ahmed Francis principalement, en même temps que d'autres dirigeants de l'association des Ulama. Dissoute donc par eux-mêmes, je veux dire. C'est pas une interdiction des autorités coloniales. Non. Et ici le cas parce que le PCA a été interdit en 55. Alors l'UDMA n'est pas interdite et choisit de se dissoudre après en résultant
en résultante des négociations avec le FLN. C'est pas le cas du PCA, dont les négociations sont un peu différentes parce que le PCA est encore beaucoup plus structuré et représente une force de frappe plus puissante que l'UDMA. Dans les négociations, le PCA parvient à maintenir son existence. Les accords PCA-FLN sont relativement complexe, mais il prévoit le maintien de l'existence du PCA, alors que la négociation UDMA-FLN aboutit à la dissolution totale de l'UDMA. Très concrètement, ce que ça veut dire, c'est que en 62, le PCA existe encore comme structure, l'UDMA n'existe plus. Oui. Donc ça a des conséquences pour la suite. Merci, Malika Rahal. Merci, Malika Rahal. Merci à vous de m'avoir invitée. Et à la prochaine. Ah oui, à très bientôt, on espère. À très bientôt. Dans Bekri, Lamia Mahfouf a sélectionné des séquences d'une émission radio que d'ailleurs Malika Rahal nous a fait parvenir. Merci Malika. Il s'agit d'une émission qui a eu lieu en 1946 à Paris. Parmi les invités, entre autres, on y retrouve Farhat Abbas, alors secrétaire général du groupe démocratique des Amis du Manifeste et député de Sétif, et Jean Amrouche, écrivain, journaliste, directeur de la revue L'Arche. Les événements du 8 mai 1945 planent sur cette émission. L'élection en raz-de-marée qui a mené à l'Assemblée nationale constituante 12 députés nationalistes musulmans, groupés sous l'étiquette des Amis du Manifeste, constitue une étape importante dans l'évolution du problème algérien. Car il y a un problème algérien. Conquise en 1830, l'Algérie, on le sait, forme 3 départements français. Cependant, dans ces départements où vivent 7 millions d'Arabes pour 1 million d'habitants d'origine européenne, le droit de vote n'est attribué qu'à certaines catégories seulement de citoyens. Cette particularité trouve sans doute son explication dans la situation politique, religieuse, sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle crée un malaise qui pourrait croître avec ce qu'on appelle la personnalité algérienne. Malaise auquel contribuent d'ailleurs, depuis la guerre, certaines influences étrangères. S'il y a donc un problème algérien, quelles sont ses données permanentes et comment se présente-t-il aujourd'hui? Au lendemain des événements du 8 mai 1945, suivis d'une répression féroce par les forces françaises, Farhat Abbas, figure dominante de l'époque, est arrêtée et emprisonnée. L'association des Amis du Manifeste et de la Liberté est dissoute. Libérée en 1946, Farhat Abbas fonde avec Cherif Saadane l'Union démocratique du Manifeste algérien. Aux élections de juin 1946, Farhat Abbas est élu pour le 2e collège, député de Sétif, à la 2e Assemblée constituante. Dans cette émission, Farhat Abbas répond de l'accusation par les Européens d'être à l'origine des événements du 8 mai 1945. Je suis de ceux qui ont toujours revendiqué leur responsabilité. Et lorsque je dis que ni moi, ni mes amis ne sommes responsables des événements du 8 mai, je dis la vérité. Et à ce sujet, je suis venu à Paris pour demander précisément au Parlement d'envoyer une commission d'enquête pour que toute la lumière se fasse autour de ces malheureux événements. La communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane. Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème politique et un problème économique. Mais nous disons que c'est la solution du problème politique qui amènera avec lui la solution du problème économique. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique. À mon avis, l'Algérie est dans un tournant de l'histoire. J'estime et je crois qu'il serait sage de l'orienter vers ce que nous appelons la politique de la personnalité algérienne, c'est-à-dire que la politique dite de rattachement et d'assimilation qui faisait de l'Algérie uniquement et simplement 3 départements français est une politique
qui doit disparaître. C'est une simple fiction, car en Algérie, il y a autre chose que 3 départements français. Il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution. Et il s'agit simplement d'être de bonne foi que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie 3 départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe, c'est que précisément cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. Jean Mouhoub Amrouche, dans la même émission, va résumer le climat de cette année-là et le tournant que représente l'année 1946. Quiconque aborde avec un esprit non prévenu l'Algérie, après avoir quitté la France, s'aperçoit immédiatement que l'atmosphère humaine n'est plus la même. On n'y respire pas l'atmosphère de l'égalité entre hommes qu'on respire tout naturellement en France, et j'ajouterai que ceux qui ressentent le plus douloureusement ce changement d'atmosphère humaine, ce sont les Algériens, je veux dire les autochtones d'Algérie, après avoir fait un séjour en France. Là, ils goûtent la liberté, l'égalité dans l'air même qu'ils respirent, et sitôt qu'ils retournent chez eux, dans leur pays, eh bien, il en est qui s'y sentent étrangers. Ils sont en quelque manière rejetés du corps social. Faut-il faire des Algériens, je veux dire des autochtones, des Français, ou faut-il les aider à devenir de plus en plus algériens? Toute la question est là. L'important, c'est de constater qu'il y a actuellement en Algérie l'éveil d'une conscience politique qui ouvre la voie vers la constitution d'une conscience nationale. Et c'est une chose qu'il est absolument impossible de nier. S'agit-il maintenant de favoriser le développement de cette conscience nationale, ou faut-il stopper le mouvement? Je crois que c'est impossible. Et c'est en ce sens que, bien que algérien autochtone français, par conséquent, je crois aussi pleinement assimilé qu'on peut l'être, je ne crois plus maintenant que l'assimilation soit possible. Art et révolution. Abdou Sayah continue à rendre hommage aux artistes de la Révolution, et avec M. Bendamesh Abdelkader, président du Conseil des Arts et des Lettres, auteur de plusieurs ouvrages sur les artistes algériens, nous croque un portrait d'une grande parmi les grandes, Rachida Monsef. Connais-tu Fadela Medani? Eh bien, je l'ai appris grâce à Abdou. Ah, c'est tout de suite. Monsieur Abdelkader Bendamesh, bonjour. Permettez-moi de vous souhaiter une bonne et heureuse année 2015. Que pourrions-nous vous souhaiter? Beaucoup de santé et puis beaucoup de réalisations de nos rêves, parce que qui n'en a pas. Bonne année à tous, bonne année à toutes également. Et puis que cette année soit pour tout le monde des moments de bonheur. Alors aujourd'hui, et pour commencer la nouvelle année donc 2015, vous avez choisi de rendre hommage à cette femme qui, elle aussi, non seulement elle a marqué la chanson algérienne algéroise, mais elle a eu un rôle pendant la guerre de libération nationale. Qui est cette femme? Ben oui, il s'agit de Fadela Tziriya, Madani Fadela, qui est née le 25 juin 1917 et qui est morte là, le 6 octobre 1970 à Alger. Je voulais l'évoquer aujourd'hui, à juste titre d'ailleurs, puisque elle-même, déjà, elle incarnait l'algérianité. Elle-même, elle incarnait l'identité. Donc, sans qu'elle parle, sans qu'elle fasse quoi que ce soit, c'était déjà un rempart, c'était déjà une expression culturelle, une expression de résistance culturelle de notre pays. Déjà, elle-même, déjà, quand on la voit, c'est déjà cette expression. Elle-même était intelligente. Elle était intelligente. Sa tenue, d'ailleurs, reflétait sa culture. Sa musique aussi.
puisqu'elle elle nous ramène tout ça de Ma'alma Yamna et des grandes traditions, Khaira, Jabouni et toutes les grandes dames qui ont fait la musique avant elle, et puis elle nous le fait venir jusqu'à nous, et avec une authenticité, une fidélité exceptionnelle. Donc voilà Fadela Dziria, ce qu'elle est sans qu'elle puisse dire quoi que ce soit. Et puis à un moment donné, en décembre 54, elle participe à un très très grand gala de solidarité. Donc voilà Fadela, solidaire de mouvement social. C'était un gala de solidarité en solidarité avec les citoyens de Chlef, Orléansville de l'époque. Elle s'appelait Orléansville à cette époque-là. Et c'était le séisme à l'époque qui a ravagé la ville d'Al-Asnam de l'époque. Et Fadela Dziria est partie à l'Opéra de Paris avec une pléiade d'artistes, et elle a chanté gratuitement et elle est revenue. Voilà déjà un sentiment de solidarité avec ses concitoyens. En 1957, elle est incarcérée. Pourquoi? Elle est incarcérée, Fadela Dziria, en prison, bien sûr, parce qu'elle était surprise par les forces coloniales de l'époque dans la collecte de fonds, d'abord, puisque c'était son activité première, et ensuite elle était le trait d'union entre les moudjahidines, entre les familles, entre l'aide aux sinistrés, parce que il faut rappeler aussi qu'Alger était le théâtre de beaucoup de choses, parce que c'était la bataille d'Alger, la bombe de la rue de Thèbes qui a fait mal, qui a fait une centaine de morts à l'époque. Tous les Algériens sont venus en aide aux frères algériens qui sont tombés à cette époque-là. Fadela Dziria faisait partie du groupe qui faisait le lien, qui réunissait les moyens, qui rentrait dans les familles, qui parlait aux familles, qui disait Ma'leish, bladna tstaqallou grib, Inch'Allah, que nous allons être indépendants très vite. Et puis voilà, elle semait la parole, elle semait aussi la solidarité entre les gens. Voilà ce qu'elle n'a pas fait ça toute seule. Fadela Dziria était aussi un moteur pour les autres femmes, telles que Shrifa, telles que Jamila, telles que les autres moudjahidettes qui existaient sur le terrain aussi, comme Zahir Kharfallah et toutes les autres aussi, qu'il faudrait beaucoup de temps pour pouvoir les citer. Oui. Mais seulement on parle de Fadela Dziria, elle était la militante qu'on doit aujourd'hui évoquer sur ce plan. Je ne parlerai pas d'elle sur le plan musical, mais sur le plan du militantisme, oui. Parce que c'est vrai qu'on la connaît, on a cette image de Fadela Dziria avec Mariam Fekkai par exemple, avec Skandrani, avec Silwa, avec Boualem Titish également. Oui, il faut dire que Fadela Dziria, c'est vrai qu'elle était avec Mariam Fekkai. Mariam Fekkai, c'était la grande dame de l'époque, elle est morte en 61, c'était la grande dame formatrice. Elle formait des choristes, elle formait des chanteuses, et parmi ces chanteuses existait Fadela Dziria aussi. Et les comédiens aussi sont passés par elle. Sa maison était une sorte de centre culturel, un centre d'accueil pour les grandes artistes de l'époque. Fadela Dziria faisait tous les genres musicaux. Voilà déjà une expression de solidarité de Fadela Dziria. Elle faisait le Aïaï avec Abdelhamid Ababsa à Paris. Elle faisait le Wahrani à un moment donné. Elle faisait la musique andalouse également, puisque c'était. Et puis elle faisait du Haouzi, elle faisait également du Shabi, du Medihdini. Elle faisait tout. Elle était éclectique. Et puis tout lui réussissait. Pourquoi? Parce qu'elle avait un fond admirable, et puis elle était aidée par des grandes personnalités. Elle était aidée par Mustafa Keshkoul, par Skandrani, par Abdelhamid Ababsa pour le genre Aïaï, et puis après par tous les gens qui l'ont côtoyé, par Ammar Al-Ashab qui lui a écrit beaucoup de poésie, et puis il l'a encadré aussi même musicalement. Voilà, merci beaucoup. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer Fadela Dziria, la militante, avec sa tenue. Évidemment, quand on la voit sur scène, c'est vrai que c'était une grande dame. Merci beaucoup, Monsieur Abdelkader Ben Damache. Et donc à samedi prochain pour un autre hommage. Merci, Monsieur Ben Damache et Abdou Sayeh pour cette merveilleuse évocation de Fadela Dziria, qui avait d'ailleurs dans son orchestre sa sœur Goussem. Et j'ai adoré la formule de Monsieur Ben Damache, Fadela, expression de résistance culturelle. Merci encore.
تاريخنا. Maître de conférences en histoire contemporaine, directeur de la revue Nord, auteur de L'organisation spéciale de la Fédération de France du FLN, édité par Chihab, on retrouve Dahou Djerbal, consultant, avec Badia Haddad. Bonjour. Bonjour. Rappelez-vous, dans les émissions précédentes, Dahou Djerbal nous avait expliqué donc ce que c'est le Code de l'indigénat, juste pour rappel, un ensemble de textes répressifs qu'on appliquait aux Algériens pendant la colonisation française. Mais il y avait un point important, selon vous, Monsieur Dahou Djerbal, c'était de parler des retombées de ce Code de l'indigénat. Oui, alors, pour ce qui est de Code de l'indigénat, il faut rappeler, encore une fois, qu'il ne s'agit pas d'une loi constitutionnelle française. C'est une série de décisions, d'arrêtés, de décrets et de dispositions spéciales pour les indigènes. À savoir que les dispositifs mis en place par les administrateurs civils en Algérie, par les commandements militaires en Algérie, quand on les rassemble d'une manière générale, de même que les décisions prises par les tribunaux, vont s'appeler d'une manière ou d'une autre le Code de l'indigénat. Donc c'est une série de mesures que subissent les Algériens, quel que soit leur âge, quelles que soient leurs conditions. Mais ce qui est extrêmement important, c'est qu'un certain nombre de dispositions sont des dispositions répressives et qui sont passibles des tribunaux quand il s'agit de manquements à la règle ou de délits ou même de crimes, mais principalement des délits qui peuvent être sujets à présentation devant un juge. Ce qui est important pour les auditeurs, c'est de se rendre compte de la nature de ces délits qui sont inscrits dans le Code de l'indigénat. Par exemple... Qu'on peut trouver donc intitulé comme contravention spéciale à l'indigénat relevant de la compétence des juges de paix. Absolument. Par exemple, ici, il y a eu des lois foncières. En 1863, le Senatus Consulte, et en 1873, les lois sur l'individualisation de la propriété. Or, il se trouve que ces lois foncières sont des lois de l'expropriation foncière, pas de la reconnaissance de l'établissement et de la délimitation de la propriété, comme le disent les lois. Mais d'une manière générale, c'est un dispositif qui consiste à déposséder les Algériens de leurs terres et à les transférer vers les terres coloniales, vers des propriétaires européens qui viennent s'installer. Or, le premier des délits dans ces manquements à la règle, c'est l'inexécution des ordres donnés en vue de l'application des lois relatives à l'établissement et à la conservation de la propriété. C'est-à-dire que chaque fois qu'un Algérien proteste ou refuse les décisions prises par les géomètres et par les commissions de délimitation des propriétés, il est traduit devant un juge. Ça, il faut très bien... Donc, Monsieur Dahou Djerbal, il y a eu même une loi, donc on se réfère à cette loi du 25 mars 1882. Cette loi a été spécifique, enfin, préparée pour... C'est une des lois qui vont faire partie du Code de l'indigénat. Comme je vous l'ai dit, c'est à la fois pas seulement des lois qui ne sont pas votées par le Parlement français. Ce sont des lois non constitutionnelles. C'est-à-dire ce sont des lois prises par le gouverneur général, soit un décret-loi, soit une décision qui sont prises par les gouverneurs généraux ou qui sont prises par les administrateurs civils ou les commandants militaires. Donc au fond, comme je le dis, c'est une loi d'exception. Le Code de l'indigénat est une loi d'exception parce qu'elle ne répond pas aux règles de la Constitution française. Donc d'une part. Pourquoi ? Parce qu'elle s'applique à des sujets coloniaux et non à des citoyens. Et c'est ça qu'il faut que les auditeurs comprennent parfaitement. Deuxième délit, par exemple, c'est l'asile donné sans aviser immédiatement le chef du douar à des vagabonds. Alors vous savez très bien qu'en Algérie, depuis le passé jusqu'à présent, parfois, il y a
la règle de l'hospitalité. Quand il y a quelqu'un qui passe par quelque part, surtout dans les campagnes, on lui offrait le gîte et à manger. Voilà, absolument. Or, cette règle de l'hospitalité est considérée comme un délit au code de l'indigénat. Dans le code de l'indigénat. C'est horrible. Et elle est passible des tribunaux. Pourquoi? Parce qu'on a peur que des gens qui sont en insurrection ou qui sont en rébellion contre l'autorité française ne soient hébergés par des populations. En gros, c'est ça. Troisième délit, défaut pour tout indigène de faire immatriculer dans un délai de 15 jours les armes à feu dont il deviendra propriétaire, soit par acquisition, soit par héritage. Vous voyez, donc en fait, n'importe quel type d'arme à feu, de chasse ou autre, il faut la déclarer, sinon c'est un délit passible devant les tribunaux, même si vous ne l'utilisez pas. Le fait même de ne pas l'avoir déclaré. De ne pas l'avoir déclaré. C'est un délit. Délit relevant des tribunaux. On peut être un délit relevant, disons, de la simple justice civile, mais là, il s'agit de la justice du tribunal. Quatrième délit, habitation isolée sans autorisation de l'administrateur ou de son délégué, en dehors de la Deshra ou du douar, dans les territoires où la propriété individuelle n'est pas encore constituée. Or, dans ces territoires où la propriété individuelle n'est pas constituée, on sait qu'il y a une croissance démographique et que dans certains groupes de familles élargis, des enfants grandissent, ils se marient et ils ont besoin de construire leur maison. Or, toute construction, elle est considérée comme un délit sans autorisation de l'administration dans les territoires où la propriété individuelle n'est pas constituée. Or, imaginez donc la situation dans laquelle se trouvent les populations dans ces cas-là. Dernier exemple que je donne, et ça sera aussi une façon de comprendre ce qui est en train de se passer pendant cette période des années 1880 à la fin du 19e siècle, et y compris au début du 20e siècle, parce que le code de l'indigénat continue d'être appliqué jusqu'en 1947. Alors, cinquième délit, réunion sans autorisation pour une ziara ou une zerda. Alors, on sait que la ziara et la zerda, ce sont des traditions ancestrales. La ziara, c'est la visite ou le pèlerinage dans le lieu de sépulture de l'ancêtre commun du père fondateur de la tribu. Et la wa'da, c'est la distribution, disons, de la nourriture d'une manière communautaire. De faire l'offrande, je veux dire. C'est une offrande, voilà. Et donc, en fait, ces deux manifestations sont les reconstitutions des communautés qui sont désintégrées. Donc, régulièrement, d'une manière cyclique, à la saisonnière, les gens reviennent dans le lieu de leurs origines, se rassemblent, se font la connaissance à nouveau, reconstituer le corps social. Le fait de l'interdire, c'est en tout cas interdire la reconstitution du corps social. Donc c'est un peu tout cela, le code de l'indigénat. Le code de l'indigénat ne doit pas être pris isolément en tant que dispositif répressif, mais doit être mis en parallèle avec tout le processus, disons, de colonisation, d'appropriation des terres et de francisation des lois et de l'administration des Algériens par les Français. Donc au fond, le code de l'indigénat, qui n'est pas particulier à l'Algérie, parce qu'on va le retrouver dans toutes les colonies, mais pour l'Algérie, ça a pris une dimension beaucoup plus grande, parce qu'au fond, la possibilité pour les populations rurales, pour les communautés villageoises, comme pour ce qu'on appelait à l'époque les communautés tribales, les nomades, les transhumants, c'était l'impossibilité pour eux de se reproduire en tant que tels. Et donc ils étaient poussés en fait à l'exode, ils étaient poussés à l'exil, ils étaient poussés à ne vivre que dans les périphéries des centres de colonisation et des centres urbains de la colonisation. Voilà, c'est la fin de la première partie dans Ashahadou d'Ahou Djerbal qui expliquait ce que c'est, ou plus les retombées de ce code de l'indigénat qu'on a continué à appliquer jusqu'à 1947. Merci Badia et Dahou Djerbal. On vous retrouve donc la semaine prochaine pour un autre épisode de Tarihouna. Alors, n'oubliez pas, Souad, chères auditrices, chers auditeurs, n'oubliez pas de consulter notre page Facebook, parce que j'ai le grand bonheur de vous annoncer aujourd'hui
que les liens vers nos émissions existent enfin. Vous pouvez bien entendu écouter les émissions à partir du site de la radio, radioalgérie.dz. Vous y trouverez la chaîne 3 et nos émissions Feshhado, Histoire et Mémoire. Et maintenant, le clou de l'émission avec la voix magnifique de Souadina. Oui, enfin, n'exagérons pas. Un texte de Jean Amrouche, insuffisamment connu. Oui. Ce grand poète algérien qui a été aussi un grand journaliste. Jean El Mouhouv Amrouche. Oui, promis de le dire comme ça. Jean El Mouhouv Amrouche. El Mouhouv Amrouche. Eh bien, c'est un extrait d'un texte qui s'appelle Le combat algérien, qui a été écrit en juin 1958 et qui est extrait du recueil Espoir et paroles, des textes qui ont été recueillis par Denise Barra, une grande amie du combat algérien, édités par les éditions Segers à Paris en 1958. La dernière minute. À l'homme le plus pauvre, à celui qui va demi-nu sous le soleil dans le vent, la pluie ou la neige, à celui qui, depuis sa naissance, n'a jamais eu le ventre plein. Aux Algériens, on a tout pris, la patrie avec le nom, le langage avec les divines sentences de sagesse qui règlent la marche de l'homme depuis le berceau jusqu'à la tombe. La terre avec les blés, les sources avec les jardins, le pain de bouche et le pain de l'âme, l'honneur, la grâce de vivre comme enfant de Dieu, frère des hommes sous le soleil, dans le vent, la pluie et la neige. On a jeté les Algériens hors de toute patrie humaine. On les a fait orphelins. On les a fait prisonniers d'un présent sans mémoire et sans avenir, les exilant parmi leurs tombes de la terre des ancêtres, de leur histoire, de leur langage et de la liberté. Mais on peut affamer les corps, on peut battre les volontés, mater la fierté la plus dure sur l'enclume du mépris. On ne peut assécher les sources profondes où l'âme orpheline, par 1000 radicelles invisibles, suce le lait de la liberté. On ne nous trahira plus. On ne nous mentira plus. On ne nous fera pas prendre des vessies peintes de bleu, de blanc et de rouge pour les lanternes de la liberté. Ici et maintenant, nous voulons